Dans un climat de tension sociale extrême, Jean-Jacques Bertrand déclenche des élections générales au printemps de 1970. Mais depuis 2 ans, son parti semble dépassé et n'a que la répression et la peur à offrir aux Québécois. Si vous ne voulez pas que nous connaissions ce que certains pays ont connu à la suite de contestations sociales, vous devez élire le 29 avril un gouvernement fort, majoritaire, avec un mandat. Allô, tout le monde! En pleine campagne électorale, 4000 personnes sont réunies à la salle du Jésus pour entendre des poètes et des artistes chanter la révolte et la liberté. Speak quiet and loud, qu'on vous entende, de Saint-Henri à Saint-Domingue. Oui, quelle admirable langue pour embaucher, donner des ordres, fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Je vois nos êtres en détresse dans ce siècle. Je vois notre infériorité et j'ai mal en chacun de nous. Je préfère notre existence à la prudence de leur troupeau. C'est fini le temps des malchances. Notre espoir est un oiseau. Les envolées poétiques du Jésus n'exercent aucune influence sur la campagne électorale de 1970, qui reste prosaïque. 2 visions du Québec s'affrontent, créer un pays ou créer des emplois. Mes chers amis, la fierté du Québec, la fierté d'être québécois, c'est plus qu'une question de drapeau, c'est plus qu'une question de représentation dans les ambassades. La fierté des Québécois, pour moi, c'est de pouvoir travailler au Québec d'abord et avant tout et donner sa pleine mesure au Québec. Qu'on devienne maître chez nous, mais que ce soit vrai. C'est actuellement qu'on est isolé dans une cage. Quand on sera chez nous, on va s'ouvrir comme jamais auparavant. On est au temps où les peuples voisins et civilisés, justement quand ils sont libres chez eux, échangent et littéralement se compénètrent de plus en plus, mais librement. Le parti de René Lévesque promet un avenir meilleur, mais suscite des craintes. Ses candidats se veulent rassurants, mais passent parfois pour de sympathiques rêveurs en quête d'un pays. Dans un style plus pragmatique, l'économiste Robert Bourassa fait sa campagne contre la souveraineté du Québec et mise sur une promesse qui devient vite populaire, créer 100 000 emplois. On sait tous qu'actuellement, des centaines et des milliers de Québécois sont forcés de quitter le Québec à cause d'un ralentissement économique. Or, il est admis par tous les observateurs impartiaux qu'un Québec indépendant va accélérer ce ralentissement économique. Des ballons électorales de peur ou d'improvisation, les 100 000 jobs qui vont tomber à cause de la compétente équipe, dit M. Bourassa. La compétente équipe. J'ai donné l'exemple de l'entreprise Bombardier. J'ai pas pris ça en l'air. J'ai pris une déclaration du président de la compagnie lui-même qui craignait pour l'expansion de l'entreprise. Il doit connaître au moins autant ça que Parizeau, le président de Bombardier, quand il dit que l'indépendance va nuire à son entreprise. Et quand on sera sûr d'être chez nous comme une majorité qui est chez elle, comme un homme est dans sa maison, les autres nous respecteront. Ils respecteront des gens qui se décident. Les créditistes de Camille Sanson apportent quant à eux un peu de couleur et d'amusement rocambolesque à la campagne d'avril 70. Si ça continue comme ça, non seulement on va venir au monde chez la finance, à l'école chez la finance, se faire instruire chez la finance, se marier chez la finance, s'acheter une maison chez la finance, mais vous rencontrerez des entrepreneurs de pompes funèbres qui vous verront à l'heure où vous serez prêt de mourir et qui diront « Mon vieux, meurs tout de suite puis paye plus tard ». Au terme de la campagne,
le Parti québécois jouit d'une popularité inattendue auprès des francophones. Les notables du Parti libéral et les grands financiers montréalais s'en inquiètent. 3 jours avant les élections, coup de théâtre. Les médias annoncent le départ vers Toronto de 9 camions blindés de la Brinks qui, dit-on, transportent l'argent de riches Montréalais effrayés par le spectre de l'indépendance. 30 hommes armés escortent le convoi. Voilà un geste bien calculé de la part des libéraux pour effrayer les Québécois encore peu rompus en 70 aux véritables règles du jeu en économie. Alors, à l'heure actuelle, nos caméras vous permettent de voir le vainqueur de ce jour d'élection, M. Robert Bourassa. Avec à peine 45% du vote, les libéraux raflent 72 des 108 sièges à l'Assemblée nationale. Robert Bourassa est élu premier ministre et déloge l'Union nationale de Jean-Jacques Bertrand. De leur côté, les créditistes remportent tout de même 12 sièges, mais ne proposent aucune alliance avec les autres partis. C'est confirmé la défaite de René Lévesque dans le comté de Laurier. En effet, André Marchand, libéral, est élu. Avec 23% des voix, le Parti québécois, quant à lui, ne fait élire que 7 députés. Une défaite crève-cœur, mais une victoire morale pour les indépendantistes. Député à l'Assemblée nationale depuis 1960, René Lévesque redevient journaliste et simple citoyen. Les prochaines années seront celles de Robert Bourassa. Qu'est-ce que vous pensez du résultat des élections? Le résultat des élections, c'est décevant, déçu. Déprimé. Pourquoi? Insatisfait du peuple québécois. Avez-vous l'impression que vous allez être représenté à Québec? Représenté à coût de 5 de pièces, oui, on va être représenté. Mais à coût de 100 000 emplois, là, quand ils viendront en bout de placer tous les finissants des cégeps, là, ben, peut-être qu'ils vont remplir leurs 100 000 emplois, mais le paquet de chômeurs qui existe déjà, ils vont être encore chômeurs, puis Bourassa ne fera pas mieux que Bertrand. Il y a plusieurs partis, notamment l'Union nationale et le libéral, pas tellement M. Bourassa, mais ses candidats qui ont réellement fait une politique de peur. Donc moi, personnellement, j'en connais qui vont se révolter. Est-ce que vous conservez l'espoir pour l'avenir? Je conserve l'espoir, je vais continuer à travailler. Donc, vous voyez aucun espoir, vous? Pour moi, j'en vois pas, à moins que ce soit la Révolution, une guerre civile au Québec. C'est la seule façon, je crois, qu'on va arriver à avoir l'indépendance. Né à Montréal le 14 juillet 1933, Robert Bourassa fait son cours classique au Collège Brébeuf et ses études de droit à l'Université de Montréal. Admis au barreau en 1957, il obtient un diplôme en économie de l'Université d'Oxford en Angleterre et une maîtrise en fiscalité à l'Université de Harvard aux États-Unis. Au début des années 60, il est successivement conseiller fiscal au ministère fédéral du Revenu, professeur aux universités d'Ottawa, de Laval et de Montréal et directeur de recherche en matière de fiscalité pour le compte de la commission Bélanger. Élu député libéral dans le comté de Mercier en 1966, Robert Bourassa contribue au refus par son parti des idées souverainistes proposées par René Lévesque en 1967. En janvier 1970, il est élu chef du Parti libéral provincial au terme d'une lutte serrée qui l'oppose au conservateur Claude Wagner et au réformiste Pierre Laporte. Il succède ainsi à Jean Lesage qui s'est retiré de la vie politique. Robert Bourassa, c'est un politicien dans l'âme. Il a été piqué par la bébite politique et il ne s'en remettra pas jusqu'à la fin de sa vie. C'est un politicien, il aime le jeu politique, il aime le combat politique. Toute sa vie, il a cru à ça. On a beaucoup accusé Bourassa d'être un homme un peu mou, de gouverner sans idées très précises, mais c'est en même temps une qualité parce qu'il savait épouser le mouvement de la population.
Âgé à peine de 36 ans, le nouveau Premier ministre hérite d'un Québec en crise difficile à gouverner. Robert Bourassa s'entoure d'abord de ministres qui renouent avec la tradition de l'équipe du tonnerre de Jean Lesage. Le défi est de taille. Désamorcer la crise sociale, composer avec la montée du nationalisme, sortir du marasme économique et surtout créer les 100 000 emplois promis. Dans les premiers mois, les libéraux complètent la réforme de la santé entreprise par Jean Lesage en 1961. La nouvelle loi de l'assurance maladie permet enfin aux Québécois de se prévaloir de tous les services de santé curatifs et préventifs à l'hôpital, en clinique privée ou par l'entremise des CLSC chargés des soins à domicile. Bonjour. Les exercices là, que vous avez fait faire, les faites-vous tout le temps? Pas de temps en temps. Ouais. Pas tout le temps. On manque des soirs? C'est-tu votre femme qui vous dérange? Non. Non? Placée dans le porte-monnaie avec les cartes de crédit, la généreuse Castonguette fait son entrée dans les mœurs québécoises. Au début des années 70, la situation économique et sociale demeure précaire dans plusieurs régions du Québec, comme au Saguenay, en Abitibi, dans le bas du fleuve et en Gaspésie. Malgré cela, les Québécois gardent le moral. Le sens de la fête demeure bien vivant. Mais avec l'explosion des coûts de production agricole et l'exode des baby-boomers vers la ville, le monde rural traditionnel dépérit rapidement. De centralisation de l'éducation dans les petites villes. On pense encore une fois aux polyvalentes, aux cégeps et éventuellement aux universités du Québec qui vont s'installer un peu partout, vont créer avec les hôpitaux une polarisation dans ces villes moyennes comme Rimouski, Chicoutimi, Rouyn. Et les milieux ruraux vont subsister. L'agriculture, là où elle est vivable, va se consolider sur certaines fermes à partir de moins d'agriculteurs. Et on va aussi observer dans ces milieux ruraux-là des gens qui habitent là, mais qui travaillent dans les villes régionales. Dans les grands centres urbains également, les conditions de vie deviennent plus difficiles. Au début des années 70, deux conflits incarnent de façon exemplaire l'atmosphère de crise qui caractérise l'arrivée au pouvoir des libéraux. À Montréal, 450 travailleurs déclenchent une grève contre la compagnie La Palme, qui a reçu du gouvernement fédéral la responsabilité de la levée du courrier dans la région métropolitaine. Les gars de La Palme, comme on dit alors, reçoivent l'appui des syndicats, des groupes populaires et de certains artistes. Ceux-ci dénoncent l'attitude méprisante de Pierre Elliott Trudeau à l'égard de travailleurs qui se battent pour leur emploi et la survie de l'entreprise. Le recours à des briseurs de grève envenime le conflit et provoque de nombreux actes de violence. Une véritable atmosphère de guérilla urbaine s'installe à Montréal. Nous avons besoin de faire respecter dans ce pays au moins la dignité des hommes, si les autres veulent uniquement la dignité de l'argent. Dans la conjoncture difficile du début des années 70, un autre conflit fait grand bruit. Les employés du journal La Presse mènent une lutte vigoureuse contre leur employeur Power Corporation. Ils exigent de meilleures conditions de travail ainsi que le respect de la liberté de presse. Marquée de manifestations très dures, cette grève donne lieu au premier front commun des 3 centrales syndicales.
Quelques mois plus tard, le conflit se termine par la victoire des gars de la presse. Dans ce contexte, les trois centrales syndicales abandonnent leur rivalité et choisissent désormais de s'unir face au gouvernement sur les grandes questions sociales et économiques. Une nouvelle société se dessine où chaque individu est en droit d'exiger le respect et la liberté. Au Québec, le jeu des alliances et des luttes de pouvoir devient plus complexe, plus nuancé. Le temps des simplifications politiques achève. Pour d'autres, moins patients, l'élection controversée des libéraux de Robert Bourassa au mois d'avril démontre que le Parti québécois emprunte un chemin trop sinueux, trop lent, trop incertain. Le FLQ, c'est un mouvement politique formé de Québécois décidés à lutter sans compromis pour la libération du peuple québécois. Et le FLQ aspire à devenir le mouvement de libération des Québécois. Année de malheur où la peur était reine, on trempait son courage dans un baquet de haine. Qu'à cela ne vache, qu'à cela ne chienne, ce fleuve de douleur apporta la révolte. Lundi 5 octobre 1970. Dans toutes les maisons du Québec, la radio et la télévision diffusent une nouvelle pour le moins stupéfiante. Des membres du FLQ ont fait irruption dans la résidence de James Richard Cross, dans un quartier huppé de Montréal. Ils ont enlevé l'attaché commercial britannique et le gardent maintenant en otage. Pour libérer le diplomate, la cellule Libération exige qu'un manifeste politique soit lu à la télévision. Le FLQ compte rallier une partie de l'opinion publique autour de ses objectifs révolutionnaires. Le FLQ exige également que 23 de ses membres soient libérés et reconduits à Cuba et que les gars de La Palme soient réengagés. Ottawa et Québec ont 48 heures pour répondre. Les ponts sont bloqués, partout des barrages de police sont dressés, la ville est ratissée par les autopatrouilles. La GRC, la Sûreté du Québec et la police de Montréal unissent leurs efforts mais ont peine à se coordonner. Le diplomate britannique demeure introuvable. En l'absence de Robert Bourassa, parti en voyage aux États-Unis, le premier ministre Trudeau crée un groupe de gestion de la crise. Ottawa entend faire preuve de fermeté. Mais pour gagner du temps, le gouvernement laisse entendre qu'il est prêt à négocier avec le FLQ et autorise la diffusion du manifeste. Inquiets mais curieux, les Québécois écoutent la voix monocorde du FLQ sur les ondes de Radio-Canada. Front de libération du Québec, manifeste. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois. Après la diffusion réussie de leur manifeste, les ravisseurs acceptent de reporter l'échéance pour permettre aux négociations d'aboutir. À la fin du nouveau délai, le ministre Jérôme Choquette annonce qu'il n'y a pas d'entente possible avec la cellule Libération. Les Québécois retiennent leur souffle. Qu'arrivera-t-il aux diplomates britanniques? Coup d'éclat sur la rive sud. Le ministre Pierre Laporte est à son tour enlevé par une autre cellule du FLQ, la cellule Chénier, 20 minutes après la conférence de presse de Jérôme Choquette. Une fièvre s'empare aussitôt des médias. Le Québec tout entier frissonne. Ceux qui ont le doigt sur la gâchette, ce sont des membres du FLQ. Rien ne saurait donc justifier le mal qui pourrait être fait à ces deux hommes. Et si par malheur quelque chose leur arrivait, le gouvernement pourchassera sans relâche les coupables. Let's go!
Au centre Paul Sauvé, 3000 personnes se réunissent pour appuyer le FLQ. Des débrayages de solidarité ont lieu dans quelques cégeps. La tension monte d'un cran. Pour le maire Jean Drapeau et les premiers ministres Trudeau et Bourassa, une action musclée s'impose. Nous avons eu des manifestations violentes. Nous avons eu des bombes. Nous avons maintenant des enlèvements spectaculaires. Est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait des assassinats pour agir? Le 16 octobre, à 4 heures du matin, Pierre Elliott Trudeau décrète l'imposition de la loi des mesures de guerre. Les libertés civiles sont suspendues sur tout le territoire. 8000 soldats sortent de leur caserne pour prêter main forte aux 20 000 policiers chargés de ramener l'ordre. We're not combating them as a war, but we're using some of the army as peace agents in order that the police be more free to do their job as policemen. There's a lot of bleeding hearts around who just don't like to see people with helmets and guns. All I can say is go on and bleed, but it's more important to keep law and order in this society than to be worried about weak-kneed people who don't like the looks of a soldier. At any cost? At any cost? How far would you go with that? How far would you extend that? Well, just watch me. Des listes de suspects sont préparées par les policiers et révisées par les ministres. On voit des felkistes partout, la suspicion s'installe. 500 personnes sont arrêtées, parfois brutalement, sans pouvoir contacter leur famille ou un avocat. Ainsi, de simples syndicalistes, journalistes, artistes et étudiants sont détenus et interrogés pendant plusieurs jours sans être accusés de quoi que ce soit. Le gouvernement fédéral a décidé à ce moment-là qu'il fallait frapper un grand coup, créer un espèce de choc psychologique, parce que là, la situation commençait là, à lui échapper. Et la loi des mesures de guerre a été invoquée exactement pour ça. On sait très, très bien que c'était pour remettre le Québec à sa place à cette époque-là. Et on a trouvé tous les prétextes. Par exemple, la fameuse histoire qu'on craignait un gouvernement parallèle ou un coup d'État qui aurait pu être fomenté au Québec. On aurait pu renverser le gouvernement Bourassa. Tous les prétextes ont été utilisés après pour essayer de justifier cette mesure-là. Devant le durcissement des autorités, 16 personnalités de différents milieux demandent au gouvernement Bourassa de négocier avec le FLQ afin de libérer le diplomate et le ministre. Le Québec n'a plus de gouvernement. Le tronçon d'État dont nous disposions a été balayé au premier vrai coup dur. Le cabinet Bourassa a évidemment passé la main et n'est plus que le pantin des dirigeants fédéraux. Il est maintenant 5h20, le dernier délai est fixé à 10h ce soir. Je répète ce qui était dit, c'est d'ici 10h ce soir, les deux gouvernements n'ont pas répondu favorablement aux 7 conditions du FLQ. Le ministre Laporte sera exécuté. Est-ce que vous avez une copie du... Oui, j'ai le début du... Mais face à la ligne dure adoptée par Ottawa et Québec, des membres de la cellule Chénier prennent sur eux d'exécuter le ministre Laporte. Alors, la mort de Pierre Laporte, dans l'histoire des événements d'octobre, ça a été, si l'on veut, une date clé qui a reviré l'opinion publique, parce qu'on peut penser qu'avant la mort de Pierre Laporte, et puis il y a des témoignages de l'époque, on le voit bien, il y avait une certaine sympathie après la lecture du manifeste du FLQ à Radio-Canada. Il y avait quand même une certaine sympathie de l'opinion publique pour les revendications du FLQ, pour la cause du FLQ, pour l'indépendance du Québec, tout ça. Mais aussitôt que Pierre Laporte, évidemment, a été tué, les gens ont vu que ça allait... c'est à des gestes comme ceux-là que ça pouvait conduire. Et puis, même si la loi des mesures de guerre, par exemple, avait été décrétée la veille, les gens auraient pu dire la loi des mesures de guerre, ça va trop loin. C'est excessif de la part du gouvernement fédéral, mais la mort de Pierre Laporte a pratiquement justifié l'utilisation de mesures comme celle-là. En tout cas, dans l'opinion publique, il y a un amalgame qui s'est fait, puis on s'est dit, ben voilà, ça va beaucoup trop loin. Ceux qui, froidement et délibérément, ont exécuté M. Laporte sont des êtres inhumains. Ils ont importé ici, dans une société qui ne le justifie absolument pas, un fanatisme glacial et des méthodes de chantage à l'assassinat qui sont celles d'une jungle sans issue.
Si leur sauvagerie reflétait si peu que ce soit le vrai Québec, on voudrait s'en aller à jamais le plus loin possible. On ne peut que leur souhaiter le pire des châtiments, de vivre assez longtemps pour voir qu'ils ne représentent rien ni personne de valable, que leurs gestes étaient non seulement criminels, mais insensés. 6 semaines après ces événements tragiques, les membres de la cellule Libération relâchent le diplomate Cross et sont promptement déportés à Cuba. Trois semaines plus tard, les membres de la cellule Chénier sont quant à eux arrêtés et accusés de meurtre. « 2000 militaires canadiens restent au Québec jusqu'en janvier 71. À toute fin utile, le FLQ disparaît de la scène politique québécoise. J'ai un fils révolté, un fils humilié, un fils qui demain sera... La crise d'octobre 70 prend fin dans le froid et la neige. Alors moi j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide, au secours, quelqu'un. Le gros voisin d'en face s'est accouru, armé, grossier, étranger, pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes, et lui casser les reins, et le dos, et la tête, et le bec, et les ailes, alouette. Oh. Mon fils est en prison, et moi je sens en moi, dans le tréfonds de moi, pour la première fois, malgré moi, entre la chair et l'os, s'installer la colère. C'est maintenant dans la taïga que se joue l'avenir de la Révolution tranquille. Avec la fin de la crise d'octobre, Robert Bourassa a maintenant les coups des franges pour réaliser ses grands projets économiques. Il propose le défi du siècle, aménager les 4 rivières du bassin de la baie James pour produire autant d'énergie que toutes les autres centrales hydroélectriques alors existantes. Avec la première crise pétrolière de 1971, l'Amérique a besoin d'énergie électrique. Le pari de Robert Bourassa est audacieux. La promesse des 100 000 emplois hante encore son gouvernement. Dans ces questions-là, on doit constater que le développement de la baie James est pleinement justifié, non seulement sur le plan des besoins d'électricité du Québec, mais également sur le plan du développement économique, également sur le plan de la lutte à la pollution, également sur le plan des retombées secondaires par rapport aux centrales nucléaires, par rapport aux centrales thermiques. Alors, il y a un ensemble de raisons qui font que la décision de développer de la baie James était pleinement légitime et colle d'une façon absolument complète aux besoins du Québec et à son avenir. Comme à l'époque de leurs ancêtres, à la conquête des grands espaces d'Amérique, les Québécois se font pionniers et se lancent maintenant à l'assaut d'un territoire gigantesque. Mais au bout de la route, une autre nation les attend. Au début des années 70, les 5000 cris du Québec sont regroupés dans des villages de petite taille, dont East Main, Fort George, Waskaganish et Nemisco. Il y a plus de 3000 ans, les cris occupaient un territoire se limitant au littoral de la baie James. Mais progressivement, ils ont étendu leur territoire de chasse jusqu'au mont Otiche, à 400 km à l'intérieur des terres du Québec. Ils se déploient maintenant dans un pays aussi étendu que la France, où lacs, rivières et marécages couvrent plus de 125 000 km² jusqu'aux confins de l'Abitibi. Les cris ont longtemps joué un rôle important comme trappeurs de la compagnie de la baie d'Hudson, à qui appartenait jusqu'au début du 20e siècle tout le Grand Nord québécois. Même s'ils pratiquent la chasse et la pêche, les cris dépendent en grande partie pour leur survie de leur commerce avec les Blancs. Ces contacts commerciaux réguliers leur ont permis de maîtriser plusieurs technologies utiles au renforcement de leur mode de vie, dont les
les armes à feu et les modes de transport rapides. À la suite du développement hydroélectrique de leur territoire, les Cris jouissent d'une autonomie importante, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture, des infrastructures routières, de l'administration de la justice et des services de santé. Une véritable révolution tranquille à la façon du Grand Nord. Je parle de l'air que tu respires, de la terre qui te porte, de la rivière que tu viens de traverser, des chansons que tu chantes, de la langue que tu parles, d'une certaine façon d'être qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Le projet de l'abbé James commence à prendre forme. Les Cris s'en inquiètent et font entendre leurs doléances devant une cour de justice qui ordonne l'arrêt des travaux pendant quelques jours. Après 2 ans de négociations, Québec et Ottawa signent une entente avec le Grand Conseil des Cris qui prévoit le versement d'une somme de 225 millions de dollars et une certaine forme d'autonomie des Cris sur leur territoire. Le rêve de Robert Bourassa peut enfin devenir réalité. Au plus fort des travaux, 18 000 Québécois travaillent sur le site de l'abbé James, un des plus grands chantiers au monde. Un projet hors du commun dans un bout de pays hors du commun. Dans cette contrée où la nature est infiniment hostile à l'homme, tout prend des proportions colossales. Et comme les Cris depuis 3500 ans, les Québécois apprennent à leur tour et à leur façon à maîtriser la taïga à leur fin. La vie à l'abbé James ne sera plus jamais comme avant. Des traditionalistes Cris s'en désolent, mais d'autres y voient l'occasion d'un accès heureux à la modernité. Les autres Québécois, quant à eux, tireront une grande fierté de cette radissonie nouvelle à l'extrémité de leur territoire. En 1972, 250 000 Québécois travaillent dans les services publics comme les écoles, les hôpitaux, Hydro-Québec ou les différents ministères provinciaux. Les travailleurs de l'État exigent maintenant un salaire minimum de 100 $ par semaine et la liberté de négocier leurs conditions de travail. Ce que nous voulons, c'est une convention collective, pas une convention collective imposée, une convention collective véritablement négociée. C'est ça que nous voulons. On prendra le temps qu'il faudra. On va négocier les conventions qu'on voudra. Une grève générale éclate au mois d'avril 72. Les hôpitaux n'offrent que des services d'urgence, les écoles sont fermées, Hydro-Québec maintient son réseau de peine et de misère. Après 10 jours, le premier ministre Bourassa fait adopter une loi spéciale, la loi 19, qui force les employés à retourner au travail. Aucun gouvernement responsable ne peut admettre qu'une petite minorité trompe d'abord grossièrement les travailleurs et sabote les institutions fondamentales. Indignés par les propos incendiaires du premier ministre, les chefs syndicaux recommandent aux grévistes de ne pas respecter la loi 19.
nous ne respecterons jamais cette loi inique. J'ai même dit au premier ministre, enfin c'est un conseil, s'il veut le prendre, il le prendra, de garder les clôtures alentour de son pâturage, puis de ne pas envoyer ses polices trop loin, parce qu'il va en avoir encore besoin. La loi 19 est illégale, pauvre garçon. Les éditorialistes sont des crétins puis des contes pour en parler. Venez pas essayer de chanter à la population que la loi 19, on est des violateurs de la loi puis des anarchistes. Les anarchistes sont ceux qui ont voté la loi 19. Le droit de grève il est dans le code criminel. Malgré cela, la grève s'effrite rapidement et les syndiqués rentrent finalement au travail. La Cour condamne tout de même les 3 chefs syndicaux à 1 année de prison pour incitation à la désobéissance civile. Rapidement, un mouvement de solidarité avec les chefs syndicaux s'organise à travers le Québec. Partout, des cégeps, des hôpitaux, des postes de radio sont occupés. À Montréal, les ponts sont bloqués, les journaux ne paraissent plus, les transports en commun sont arrêtés. Le Québec est pour ainsi dire paralysé. La solidarité des travailleurs atteint toutefois ses limites et le tribunal maintient l'ordre d'emprisonnement. Yvon Charbonneau, Louis Laberge et Marcel Pépin doivent se livrer à la justice. Les travailleurs s'en souviendront lors des prochaines élections. La lutte des femmes pour l'égalité se fait maintenant plus radicale. Comme ailleurs dans le monde, les Québécoises revendiquent leurs droits dans tous les domaines. À partir de 1969 est apparu un nouveau féminisme qu'on a appelé le féminisme radical. Il est né justement au moment de cette manifestation contre le règlement anti-manifestation en 1969. Et à partir de ce moment-là, les groupes sont extrêmement nombreux à travers tout le Québec, autour d'une revue, autour d'un service, autour d'un centre, autour de toutes sortes de choses, de sorte que le mouvement féministe au Québec devient très, très, très multiforme. Solidarité, 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 solidarité. En 1973, Robert Bourassa crée le Conseil du statut de la femme pour donner une voix aux femmes et inciter les gouvernements à améliorer la condition féminine. Les choses se corsent lorsque les femmes exigent la multiplication des garderies. Depuis la loi de 1969 sur le divorce et l'arrivée massive des baby-boomers sur le marché du travail, l'éducation des tout-petits est devenue une affaire de société. Partout, on réclame des garderies, mais les pouvoirs publics font la sourde oreille. Les femmes devront patienter encore quelques années. La question de l'avortement mobilise également les Québécoises. Au début des années 70, les femmes doivent encore se rendre aux États-Unis pour se faire avorter légalement. Des Québécoises de toutes les régions exigent maintenant que l'avortement devienne accessible à toutes, sans contrainte médicale ou juridique. C'est le début de l'affaire Henry Morgenthaler, ce médecin montréalais qui ouvre des cliniques d'avortement partout au pays. Une saga juridique qui soulève des conflits passionnés et qui durera près de 10 ans. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se renvend, découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
À la Super Franco-Fête de 1974, des invités de 26 pays sont réunis dans la vieille capitale où la diversité culturelle est mise à l'honneur. Au cours des 15 dernières années de parcours parfois laborieux, les Québécois ont acquis une grande assurance et veulent maintenant affirmer leur identité nouvelle. Pendant 10 jours, Québec devient la capitale mondiale de la francophonie. Français, Vietnamiens, Acadiens, Africains, Arabes et Québécois fraternisent dans une atmosphère bon enfant. Le Québec vibre à nouveau, comme à l'Expo 67, sur des rythmes venus de tous les continents, y compris de l'arrière-pays québécois. Sur les plaines d'Abraham, 120 000 personnes assistent au grand spectacle de clôture. Une trajectoire culturelle pour le moins impressionnante depuis les premières boîtes à chansons du début des années 60. Tout ça a commencé sur les plaines d'Abraham. La chicane m'a pogné, t'as mangé, t'as volé. Puis depuis ces temps-là, t'as pas beaucoup changé. Je trouve bien magané, puis encore bien pogné. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. En 2 juin, tu pourras griller le cul. La Super Franco-Fête rappelle une fois de plus que les Québécois de langue française tiennent à leur culture et à leur langue. Alors parlons un peu des néo-québécois, juste une seconde, à propos de votre liberté, là, parce qu'ils s'en préoccupent. Ils sont déchirés dans notre société actuellement, ils sont pas libres, ils se font manipuler continuellement. Parce qu'il y a la pression de la société majoritaire au Québec, c'est nous autres, c'est les gens de langue française, qui voudraient les avoir avec nous. Puis on voudrait bien qu'ils comprennent le plus vite possible que c'est nous, ici, qui sommes la majorité, puis qu'on doit se faire respecter, qu'on ne peut pas accepter continuellement d'être émietté par une immigration qui travaille culturellement contre nous. Depuis la crise de Saint-Léonard, en 1969, le maintien de la langue française comme langue d'usage est devenu un enjeu de société et un enjeu électoral. Nous apprenons le français. Est-ce qu'elle apprend le français? Elle apprend le français. C'est vrai? Après l'impasse de la loi 63 qui a laissé un goût amer aux francophones, une nouvelle loi linguistique semble s'imposer. Robert Bourassa va, à ce moment-là, lui aussi, faire sa petite loi. Alors, ce sera la 3e loi linguistique du Québec, qu'on appellera la loi 22. Et il s'inspire, bien sûr, d'une partie des recommandations de la Commission Gendron, dont la recommandation principale de faire du français la langue nationale. Sauf qu'il enlève le mot « national » et lui substitue le mot « officiel ». Alors, dans le texte, on dit que le français est la langue officielle du Québec. Sauf que, en même temps que la loi 22 proclame le français langue officielle, elle confère quand même à l'anglais aussi un caractère officiel dans certains secteurs. Alors, le président va lire la formule du serment d'allégeance. Veuillez répéter à haute voix après lui, s'il vous plaît. Je jure fidélité envers Sa Majesté. Avec la loi 22, le français devient certes la langue officielle des Québécois, mais les immigrants ont encore la possibilité de choisir l'école anglaise pour leur enfant. Pour aller à l'école anglaise, maintenant, l'élève devra faire la preuve qu'il connaît bien l'anglais. OK? Alors, on lui fait passer un test. Mais bientôt, bien sûr, c'est une mesure qui est dénoncée par la communauté anglophone de Montréal, par les libéraux, c'est-à-dire les anglophones du parti de Robert Bourassa, par ses ministres même. Ce qui est étonnant avec cette loi 22, c'est que Robert Bourassa a réussi, si vous voulez, à s'aliéner tout le monde. Robert Bourassa tente de concilier l'inconciliable. Une tâche utopique dans le Québec des années 70, alors que beaucoup de Québécois ont le goût d'appartenance à un pays francophone. C'est dans la langue que je veux forniquer ce pays maudit, irréel en tout, sauf dans la langue par laquelle on le décrit. Depuis 1970, le chômage a augmenté et le coût de la vie a grimpé en flèche. La promesse des 100 000 emplois n'a finalement pas été tenue. Avec la loi des mesures de guerre en 70, la loi 19 contre les syndiqués en 72 et maintenant la loi 22, Robert Bourassa n'a plus la cote des électeurs. Le premier ministre doit composer également avec le mépris de Pierre Elliott Trudeau,
qui lui reproche son manque de collaboration dans les affaires constitutionnelles. De plus, le gouvernement Bourassa est soupçonné de conflits d'intérêts et de favoritisme. Sentant le vent tourner en faveur des péquistes, Robert Bourassa songe à déclencher des élections avant qu'il ne soit trop tard. Depuis 1960, l'idée de l'indépendance fait son chemin. Aux élections de 1973, un Québécois sur 3 a voté pour la souveraineté. C'est déjà 3 fois plus qu'en 1966. La bataille pour l'indépendance exige désormais plus de nuances. Mais dans le programme du Parti québécois, on peut lire encore « L'indépendance ne sera pas négociée. La souveraineté sera acquise par déclaration unilatérale. » Une position radicale qui rebute encore une majorité de Québécois. Après les défaites électorales successives de 70 et 73, René Lévesque pense qu'il faut changer de discours et de stratégie pour accéder au pouvoir. Les membres du Parti québécois acceptent donc de modifier le programme. Pour le PQ, il s'agit maintenant de gagner les élections et de bien gérer les affaires de l'État, la souveraineté ne pouvant se négocier qu'après un éventuel référendum. Les dernières années ont été difficiles pour le Parti québécois et son chef. Mais avec sa nouvelle stratégie, René Lévesque a de nouveau le vent dans les voiles. Les appuis au PQ se multiplient, les syndicats s'en rapprochent, les organisations féministes également. C'est la fête de la Saint-Jean. Mais depuis quelques années, la fête a changé. Le peuple ne regarde plus le défilé, il est devenu lui-même un défilé. Je souhaite la bienvenue à ce grand rendez-vous de la fête nationale des Québécois. Mon pays, oh, 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 Les Montréalais envahissent le Mont-Royal et la télévision transmet la gigantesque fête aux 4 coins du Québec. L'événement dure 5 jours et attire 1 250 000 personnes. Des ralliements ont lieu également dans les autres villes du Québec. Partout, on fête le Québec en devenir. Répétez après moi. Je fais le serment solennel que pour la survie de la nation, à partir de maintenant et pour 1 an, je parlerai français seulement. Eh bien, le problème de la langue est réglé, mesdames et messieurs. Pour certains, la fête nationale porte également un projet politique. Les Québécois seraient-ils prêts à se donner un pays? Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Oh, ouais, comme ça. Ça, c'est beau. Vous êtes bien bon. Trudeau crée un groupe de gestion de la crise. Ottawa entend faire preuve de fermeté. Mais pour gagner du temps, le gouvernement laisse entendre qu'il est prêt à négocier avec le FLQ et autorise la diffusion du manifeste. Inquiets mais curieux, les Québécois écoutent la voix monocorde du FLQ sur les ondes de Radio-Canada. Front de libération du Québec, manifeste. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre
pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois. Après la diffusion réussie de leur manifeste, les ravisseurs acceptent de reporter l'échéance pour permettre aux négociations d'aboutir. À la fin du nouveau délai, le ministre Jérôme Choquette annonce qu'il n'y a pas d'entente possible avec la cellule Libération. Les Québécois retiennent leur souffle. Qu'arrivera-t-il aux diplomates britanniques? Coup d'éclat sur la rive sud. Le ministre Pierre Laporte est à son tour enlevé par une autre cellule du FLQ, la cellule Chénier, 20 minutes après la conférence de presse de Jérôme Choquette. Une fièvre s'empare aussitôt des médias. Le Québec tout entier frissonne. Ceux qui ont le doigt sur la gâchette, ce sont des membres du FLQ. Rien ne saurait donc justifier le mal qui pourrait être fait à ces deux hommes. Et si par malheur quelque chose leur arrivait, le gouvernement pourchassera sans relâche les coupables. Au centre Paul Sauvé, 3000 personnes se réunissent pour appuyer le FLQ. Des débrayages de solidarité ont lieu dans quelques cégeps. La tension monte d'un cran. Pour le maire Jean Drapeau et les premiers ministres Trudeau et Bourassa, une action musclée s'impose. Nous avons eu des manifestations violentes. Nous avons eu des bombes. Nous avons maintenant des enlèvements spectaculaires. Est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait des assassinats pour agir? Le 16 octobre, à 4 heures du matin, Pierre Elliott Trudeau décrète l'imposition de la loi des mesures de guerre. Les libertés civiles sont suspendues sur tout le territoire. 8000 soldats sortent de leur caserne pour prêter main forte aux 20 000 policiers chargés de ramener l'ordre. We're not combating them as a war, but we're using some of the army as peace agents in order that the police be more free to do their job as policemen. There's a lot of bleeding hearts around who just don't like to see people with helmets and guns. All I can say is go on and bleed, but it's more important to keep law and order in this society than to be worried about weak-kneed people who don't like the looks of a soldier. At any cost? At any cost? How far would you go with that? How far would you extend that? Well, just watch me. Des listes de suspects sont préparées par les policiers et révisées par les ministres. On voit des felkistes partout, la suspicion s'installe. 500 personnes sont arrêtées, parfois brutalement, sans pouvoir contacter leur famille ou un avocat. Ainsi, de simples syndicalistes, journalistes, artistes et étudiants sont détenus et interrogés pendant plusieurs jours sans être accusés de quoi que ce soit. Le gouvernement fédéral a décidé à ce moment-là qu'il fallait frapper un grand coup, créer un espèce de choc psychologique, parce que là, la situation commençait à lui échapper. Et la loi des mesures de guerre a été invoquée exactement pour ça. On sait très, très bien que c'était pour remettre le Québec à sa place à cette époque-là. Et on a trouvé tous les prétextes. Par exemple, la fameuse histoire qu'on craignait un gouvernement parallèle ou un coup d'État qui aurait pu être fomenté au Québec. À la campagne d'avril 70. Si ça continue comme ça, non seulement on va venir au monde chez la finance, à l'école chez la finance, se faire instruire chez la finance, se marier chez la finance, s'acheter une maison chez la finance, mais vous rencontrerez des entrepreneurs de pompes funèbres qui vous verront à l'heure où vous serez près de mourir et qui diront « Mon vieux, meurs tout de suite puis paye plus tard ». Au terme de la campagne, le Parti québécois jouit d'une popularité inattendue auprès des francophones. Les notables du Parti libéral et les grands financiers montréalais s'en inquiètent. 3 jours avant les élections, coup de théâtre. Les médias annoncent le départ vers Toronto de 9 camions blindés de la Brinks qui, dit-on, transportent l'argent de riches Montréalais effrayés par le spectre de l'indépendance. 30 hommes armés escortent le convoi.
geste bien calculé de la part des libéraux pour effrayer les Québécois encore peu rompus en 70 aux véritables règles du jeu en économie. Alors, à l'heure actuelle, nos caméras vous permettent de voir le vainqueur de ce jour d'élection, M. Robert Bourassa. Avec à peine 45% du vote, les libéraux raflent 72 des 108 sièges à l'Assemblée nationale. Robert Bourassa est élu Premier ministre et déloge l'Union nationale de Jean-Jacques Bertrand. De leur côté, les créditistes remportent tout de même 12 sièges, mais ne proposent aucune alliance avec les autres partis. C'est confirmé la défaite de René Lévesque dans le comté de Laurier. En effet, André Marchand, libéral, est élu. Avec 23% des voix, le Parti québécois, quant à lui, ne fait élire que 7 députés. Une défaite crève-cœur, mais une victoire morale pour les indépendantistes. Député à l'Assemblée nationale depuis 1960, René Lévesque redevient journaliste et simple citoyen. Les prochaines années seront celles de Robert Bourassa. Qu'est-ce que vous pensez du résultat des élections? Le résultat des élections, c'est décevant, déçu. Déprimé. Pourquoi? Insatisfait du peuple québécois. Avez-vous l'impression que vous allez être représenté à Québec? Représenté à coût de 5 de piastres, oui, on va être représenté. Mais à coût de 100 000 emplois, là, quand ils viendront en bout de placer tous les finissants des cégeps, là, ben, peut-être qu'ils vont remplir leurs 100 000 emplois, mais le paquet de chômeurs qui existe déjà, ils vont être encore chômeurs, puis Bourassa ne fera pas mieux que Bertrand. Il y a plusieurs partis, notamment l'Union nationale et le libéral, pas tellement M. Bourassa, mais ses candidats qui ont réellement fait une politique de peur. Donc moi, personnellement, j'en connais qui vont se révolter. Est-ce que vous conservez l'espoir pour l'avenir? Je conserve l'espoir, je vais continuer à travailler. Donc, vous voyez aucun espoir, vous? Pour moi, j'en vois pas, à moins que ce soit la Révolution, une guerre civile au Québec. C'est la seule façon, je crois, qu'on va arriver à avoir l'indépendance. Né à Montréal le 14 juillet 1933, Robert Bourassa fait son cours classique au Collège Brébeuf et ses études de droit à l'Université de Montréal. Admis au barreau en 1957, il obtient un diplôme en économie de l'Université d'Oxford en Angleterre et une maîtrise en fiscalité à l'Université de Harvard aux États-Unis. Au début des années 60, il est successivement conseiller fiscal au ministère fédéral du Revenu, professeur aux universités d'Ottawa, de Laval et de Montréal et directeur de recherche en matière de fiscalité pour le compte de la commission Bélanger. Élu député libéral dans le comté de Mercier en 1966, Robert Bourassa contribue au refus par son parti des idées souverainistes proposées par René Lévesque en 1967. Au pouvoir des libéraux. À Montréal, 450 travailleurs déclenchent une grève contre la compagnie La Palme, qui a reçu du gouvernement fédéral la responsabilité de la levée du courrier dans la région métropolitaine. Les gars de La Palme, comme on dit alors, reçoivent l'appui des syndicats, des groupes populaires et de certains artistes. Ceux-ci dénoncent l'attitude méprisante de Pierre Elliott Trudeau à l'égard de travailleurs qui se battent pour leur emploi et la survie de l'entreprise. Le recours à des briseurs de grève envenime le conflit et provoque de nombreux actes de violence. Une véritable atmosphère de guérilla urbaine s'installe à Montréal. Nous avons besoin de faire respecter dans ce pays au moins la dignité des hommes, si les autres veulent uniquement la dignité de l'argent. Dans la conjoncture difficile du début des années 70, un autre conflit fait grand bruit. Les employés du journal La Presse mènent une lutte vigoureuse contre leur employeur, Power Corporation. Ils exigent de meilleures conditions de travail ainsi que le respect de la liberté de presse. Marquée de manifestations très dures, cette grève donne lieu au premier front commun des 3 centrales syndicales. Quelques mois plus tard, le conflit se termine par la victoire des gars de La Presse.
Dans ce contexte, les 3 centrales syndicales abandonnent leur rivalité et choisissent désormais de s'unir face au gouvernement sur les grandes questions sociales et économiques. Une nouvelle société se dessine, où chaque individu est en droit d'exiger le respect et la liberté. Au Québec, le jeu des alliances et des luttes de pouvoir devient plus complexe, plus nuancé. Le temps des simplifications politiques achève. Pour d'autres, moins patients, l'élection controversée des libéraux de Robert Bourassa au mois d'avril démontre que le Parti québécois emprunte un chemin trop sinueux, trop lent, trop incertain. Le FLQ, c'est un mouvement politique formé de Québécois décidés à lutter sans compromis pour la libération du peuple québécois. Et le FLQ aspire à devenir le mouvement de libération des Québécois. Année de malheur où la peur était reine, on trempait son courage dans un baquet de haine. Qu'à cela ne vache, qu'à cela ne chienne, ce fleuve de douleur apporta la révolte. Lundi 5 octobre 1970. Dans toutes les maisons du Québec, la radio et la télévision diffusent une nouvelle pour le moins stupéfiante. Des membres du FLQ ont fait irruption dans la résidence de James Richard Cross, dans un quartier huppé de Montréal. Ils ont enlevé l'attaché commercial britannique et le gardent maintenant en otage. Pour libérer le diplomate, la cellule Libération exige qu'un manifeste politique soit lu à la télévision. Le FLQ compte rallier une partie de l'opinion publique autour de ses objectifs révolutionnaires. Le FLQ exige également que 23 de ses membres soient libérés et reconduits à Cuba et que les gars de La Palme soient réengagés. Ottawa et Québec ont 48 heures pour répondre. Les ponts sont bloqués, partout des barrages de police sont dressés, la ville est ratissée par les autopatrouilles. La GRC, la Sûreté du Québec et la police de Montréal unissent leurs efforts mais ont peine à se coordonner. Le diplomate britannique demeure introuvable. En l'absence de Robert Bourassa, parti en voyage aux États-Unis, le premier ministre... En janvier 1970, il est élu chef du Parti libéral provincial au terme d'une lutte serrée qui l'oppose au conservateur Claude Wagner et au réformiste Pierre Laporte. Il succède ainsi à Jean Lesage qui s'est retiré de la vie politique. Robert Bourassa, c'est un politicien dans l'âme. Il a été piqué par la bébite politique et il ne s'en remettra pas jusqu'à la fin de sa vie. C'est un politicien, il aime le jeu politique, il aime le combat politique. Toute sa vie, il a cru à ça. On a beaucoup accusé Bourassa d'être un homme un peu mou, de gouverner sans idées très précises, mais c'est en même temps une qualité parce qu'il savait épouser le mouvement de la population. Âgé à peine de 36 ans, le nouveau premier ministre hérite d'un Québec en crise difficile à gouverner. Robert Bourassa s'entoure d'abord de ministres qui renouent avec la tradition de l'équipe du tonnerre de Jean Lesage. Le défi est de taille. Désamorcer la crise sociale, composer avec la montée du nationalisme, sortir du marasme économique et surtout créer les 100 000 emplois promis. Dans les premiers mois, les libéraux complètent la réforme de la santé entreprise par Jean Lesage en 1961. La nouvelle loi de l'assurance maladie permet enfin aux Québécois de se prévaloir de tous les services de santé curatifs et préventifs à l'hôpital, en clinique privée ou par l'entremise des CLSC chargés des soins à domicile. Bonjour! Les exercices là, que vous avez fait faire, les faites-vous tout le temps? Je vais de temps en temps. Ouais. Pas tout le temps. On manque des soirs. C'est-tu votre femme qui vous dérange?
Placée dans le porte-monnaie avec les cartes de crédit, la généreuse Castonguette fait son entrée dans les mœurs québécoises. Au début des années 70, la situation économique et sociale demeure précaire dans plusieurs régions du Québec, comme au Saguenay, en Abitibi, dans le bas du fleuve et en Gaspésie. Malgré cela, les Québécois gardent le moral. Le sens de la fête demeure bien vivant. Mais avec l'explosion des coûts de production agricole et l'exode des baby-boomers vers la ville, le monde rural traditionnel dépérit rapidement. De centralisation de l'éducation dans les petites villes. On pense encore une fois aux polyvalentes, au cégep et éventuellement aux universités du Québec qui vont s'installer un peu partout, vont créer avec les hôpitaux une polarisation dans ces villes moyennes comme Rimouski, Chicoutimi, Rouyn. Et les milieux ruraux vont subsister. L'agriculture, là où elle est vivable, va se consolider sur certaines fermes à partir de moins d'agriculteurs. Et on va aussi observer dans ces milieux ruraux-là des gens qui habitent là, mais qui travaillent dans les villes régionales. Dans les grands centres urbains également, les conditions de vie deviennent plus difficiles. Au début des années 70, deux conflits incarnent de façon exemplaire l'atmosphère de crise qui caractérise l'arrivée au... Dans un climat de tension sociale extrême, Jean-Jacques Bertrand déclenche des élections générales au printemps de 1970. Mais depuis 2 ans, son parti semble dépassé et n'a que la répression et la peur à offrir aux Québécois. Si vous ne voulez pas que nous connaissions ce que certains pays ont connu à la suite de contestations sociales, vous devez élire le 29 avril un gouvernement fort, majoritaire, avec un mandat. Allô, tout le monde! En pleine campagne électorale, 4000 personnes sont réunies à la salle du Jésus pour entendre des poètes et des artistes chanter la révolte et la liberté. Speak white and loud, qu'on vous entende, de Saint-Henri à Saint-Domingue. Oui, quelle admirable langue pour embaucher, donner des ordres, fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Je vois nos êtres en détresse dans ce siècle. Je vois notre infériorité et j'ai mal en chacun de nous. Je préfère notre existence à la prudence de leur troupeau. C'est fini le temps des malchances. Notre espoir est un oiseau. Les envolées poétiques du Jésus n'exercent aucune influence sur la campagne électorale de 1970, qui reste prosaïque. Deux visions du Québec s'affrontent, créer un pays ou créer des emplois. Mes chers amis, la fierté du Québec, la fierté d'être québécois, c'est plus qu'une question de drapeau, c'est plus qu'une question de représentation dans les ambassades. La fierté des Québécois, pour moi, c'est de pouvoir travailler au Québec d'abord et avant tout et donner sa pleine mesure au Québec. Qu'on devienne maître chez nous, mais que ce soit vrai. C'est actuellement qu'on est isolé dans une cage. Quand on sera chez nous, on va s'ouvrir comme jamais auparavant.
On est au temps où les peuples voisins et civilisés, justement quand ils sont libres chez eux, échangent et littéralement se compénètrent de plus en plus, mais librement. Le parti de René Lévesque promet un avenir meilleur, mais suscite des craintes. Ses candidats se veulent rassurants, mais passent parfois pour de sympathiques rêveurs en quête d'un pays. Dans un style plus pragmatique, l'économiste Robert Bourassa fait sa campagne contre la souveraineté du Québec et mise sur une promesse qui devient vite populaire, créer 100 000 emplois. On sait tous qu'actuellement, des centaines et des milliers de Québécois sont forcés de quitter le Québec à cause d'un ralentissement économique. Or, il est admis par tous les observateurs impartiaux qu'un Québec indépendant va accélérer ce ralentissement économique. Des ballons électorales de peur ou d'improvisation, les 100 000 jobs qui vont tomber à cause de la compétente équipe, dit M. Bourassa. La compétente équipe. J'ai donné l'exemple de l'entreprise Bombardier. J'ai pas pris ça en l'air. J'ai pris une déclaration du président de la compagnie lui-même qui craignait pour l'expansion de l'entreprise. Il doit connaître au moins autant ça que Parizeau, le président de Bombardier, quand il dit que l'indépendance va nuire à son entreprise. Et quand on sera sûr d'être chez nous comme une majorité qui est chez elle, comme un homme est dans sa maison, les autres nous respecteront. Ils respecteront des gens qui se décident. Les créditistes de Camille Sanson apportent quant à eux un peu de couleur et d'amusement rocambolesque